Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cet entretien spécial de Vision. L'islam de France ou l'islam en France, la nuance est importante, souvent selon les contextes politiques de l'un des pays d'Europe où la communauté musulmane est la plus importante en nombre, avec aussi près de 2500 lieux de culte qui lui est dédié. Avec la percée médiatique pour le moment de l'extrême droite, avec un discours rodé à l'invective, volontairement ambigu contre l'islam ou l'islamisme en France, et le vote en juillet dernier de la loi contre les séparatismes, Paris cherche la construction d'un islam des Lumières et progressiste qui conforte les valeurs républicaines françaises selon l'Élysée. La mosquée de Paris, pierre angulaire de la pratique du culte musulman en France, fait partie de ce projet et s'applique comme elle le fait depuis toujours, depuis l'apparition du radicalisme islamiste en particulier, à donner une image positive de l'islam en Europe, mais aussi dans le monde. Pour en parler, nous recevons Monsieur Shamseddine Hafiz. Il est le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie à la fois de votre accueil, de votre gentillesse et du fait que je puisse m'exprimer ici dans mon pays natal. Oui, c'est important, surtout que vous avez été reçu par le président de la République hier lors d'une audience. Alors, des orientations vous auraient été données par le chef de l'État, le président Tebboune. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Tout d'abord, dire que le président Tebboune, depuis mon installation à la Grande Mosquée de Paris en janvier 2020, il m'avait déjà reçu. Il m'avait exprimé à la fois son soutien, son engagement et son intérêt pour les actions de la Grande Mosquée de Paris, parce qu'il y a une très forte communauté algérienne, franco-algérienne, et il est important que la Grande Mosquée de Paris soit en tout cas, je dirais, en harmonie avec les grandes orientations du président de la République, qui se résument en quelques points. Le premier point, je dirais la prévention de la radicalisation, qui pour lui est encore un problème important. Il m'en a parlé hier quand il m'a reçu. C'était déjà une première orientation. Il est extrêmement préoccupé par, si vous voulez, cette jeunesse algérienne qui est installée en France, qu'elle soit de nationalité française ou de nationalité algérienne, de éventuellement cet épanchement vers la radicalisation, vers l'exclusion, vers le fait que voilà, l'islam est instrumentalisé, politisé, et le président de la République déclare souvent que c'est une question qu'il faut prendre en considération, parce qu'il y a des vases communicantes à la fois entre le territoire français et le territoire algérien. Il y a des flux migratoires, il y a des déplacements de population entre les deux pays. Il est important aujourd'hui de faire très attention à la prévention de la radicalisation. C'est une question qui est importante, et en même temps, bien évidemment, il veut le bien pour la communauté algérienne en France. Il s'intéresse, je dirais, à l'évolution de cette communauté, comment elle s'intègre dans la société française, quelles sont ses difficultés, ses problématiques. Justement, la diaspora algérienne étant passée au rang de priorité pour la diplomatie algérienne, la mosquée de Paris aurait un rôle à jouer là-dessus aussi ? Bien évidemment, la Grande Mosquée de Paris, nous avons 160 imams qui viennent d'Algérie, 120 imams qui sont détachés, donc qui sont des fonctionnaires que le ministère algérien des Affaires religieuses et du Waqf nous envoie régulièrement. Nous venons de recevoir au mois de septembre 57 imams qui sont déployés à travers tout le territoire français, et nous avons 41 imams qui sont recrutés localement. Ce sont ce qu'on appelle des imams locaux, qui sont rémunérés par l'Algérie. Donc 160 imams, c'est un budget. En même temps, depuis 1981, l'État algérien participe au budget annuel de la Grande Mosquée de Paris. Il y a une loi de finances qui chaque année prévoit un chapitre qui est dédié à la Grande Mosquée de Paris. Et donc cela montre effectivement, je dirais, l'intérêt que le président Abdelmadjid Tebboune a par rapport
au rôle de la Grande Mosquée de Paris. Comme je vous disais, on doit être en harmonie avec les préoccupations, je dirais, de l'Algérie, parce que les musulmans qui fréquentent la Grande Mosquée de Paris et les mosquées qui dépendent de la Grande Mosquée de Paris ont des problématiques qui se posent et qui touchent à la fois les deux pays. Donc oui, la Grande Mosquée de Paris a un rôle important de mobilisation, d'engagement dans la citoyenneté, parce qu'aujourd'hui on est dans une phase qui évolue beaucoup, hein, depuis les premiers immigrés algériens qui sont partis au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est devenu naturel d'avoir la nationalité française. Donc, quel est aujourd'hui l'individu? Il faut qu'on réfléchisse également, et le président Tebboune réfléchit à cette identité qui doit être à la fois franco-algérienne, ne pas avoir honte ni d'être français ni algérien. Il faut que ça soit fait de façon tout à fait naturelle. Décomplexé. Décomplexé. Et surtout aujourd'hui, ce que le président de la République souhaite, c'est une intégration de cette communauté et d'arrêter de se retrouver dans des difficultés, je dirais, d'identité, etc. Donc c'est un rôle que la Grande Mosquée de Paris, parce qu'en toile de fond, il y a la question de l'islam. L'islam est également un trait d'union entre l'Algérie et la France, à travers ses imams, à travers, je dirais, ici en Algérie, la relation avec les autres cultes, pas uniquement avec l'islam. Nous voyons l'Église catholique a une place. On rappelle quand même qu'il y avait un archevêque qui était de nationalité algérienne, qui est décédé assez récemment, c'était l'année dernière. Donc, toutes ces problématiques entrent en ligne de compte. Oui. Et comme je vous le disais, la préoccupation du président, c'est que cette communauté algérienne en France, il faut qu'elle soit, je dirais, comment dire, en harmonie, qu'elle soit... Donc, la mosquée de Paris va endosser un peu un rôle un peu plus sociologique. Oui, par rapport à cette diaspora algérienne. Elle a toujours joué ce rôle plus ou moins sociologique. Plus aujourd'hui avec le contexte actuel. Il faut quand même tenir compte d'une chose. Le président de la République m'a beaucoup questionné sur comment sont les Algériens en France avec la pandémie, par exemple. Oui. Les frontières étaient fermées, on a eu beaucoup de difficultés. Notamment les étudiants qui ont avec les étudiants. Et moi, j'ai joué un rôle important pour essayer de soulager nos étudiants, d'organiser des aides en faveur des étudiants. Que nous avons aidés. Et moi, le dernier Aïd, à la Grande Mosquée de Paris, nous les avons invités tous et toutes, ces étudiants qui étaient un peu perdus, qui venaient d'arriver en France, qui n'ont pas pu retourner dans leur pays natal en raison de la fermeture des frontières. On leur a dit, venez à la Grande Mosquée de Paris, c'est votre famille, nous allons boire le thé ensemble, nous allons fêter l'Aïd ensemble, comme si que vous étiez avec vos parents. C'est important, sociologiquement, c'est extrêmement important. C'est un repère, la Mosquée de Paris devient un repère. C'est un vrai repère, c'est un symbole, et nous devons le jouer. C'est une lourde responsabilité, mais voilà, avec des imams, avec le personnel de la Grande Mosquée de Paris qui est très engagé dans... je dirais, pour relever ce défi qui est important. Alors très récemment, la mosquée de Paris, avec 3 fédérations musulmanes, a installé le Conseil national des imams. On va revenir sur cette naissance au forceps du CNI. Que représente cette instance pour l'islam en France? Écoutez, pour moi, c'est une instance extrêmement importante. Pour la première fois, nous avons créé une association qui va, en principe, et qui doit regrouper l'ensemble des imams qui veulent aujourd'hui officier sur le territoire français. C'est capital. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à une forme de professionnalisation de l'imam. Il faut aujourd'hui que cet imam, pour que nous puissions, si vous voulez, commencer à construire après 2024, la fin des imams détachés, nous devons aujourd'hui les former, leur donner un statut. La fin des imams détachés, il faudrait peut-être expliquer. Alors, le président Emmanuel Macron, en mars ou avril 2020, au cours d'un discours à Mulhouse, avait dit qu'il n'y aura plus d'imams détachés. Je vous indique qu'il y a aujourd'hui 120 imams qui viennent d'Algérie. C'est ce qu'on appelle de manière générale les imams détachés. Donc, ils sont amenés à repartir dans leur pays, qui encadrent chacun sa communauté. Effectivement, le président Macron, dans un discours, a considéré qu'il était anormal que, pour l'organisation du culte musulman, on fasse appel à des imams détachés. Donc c'est une grande question pour nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 120 imams. Le retrait des 120 imams va poser une vraie
problématique dans la mesure où, vous savez, la nature a horreur du vide. Oui. Et moi, ce que je crains le plus, c'est ce que j'ai expliqué hier au président de la République lorsqu'il m'a reçu, qu'il peut y avoir des imams, ce qu'on appelle les imams autoproclamés, qui peuvent nous poser problème si il arrivait que les imams détachés algériens rentrent dans leur pays à partir du 31 décembre 2023. Donc là, il y a, si vous voulez, seulement un Conseil national des imams, ce n'est le rôle de personne de pouvoir les organiser, participer à leur formation, participer à leur donner un statut. Je vous rappelle qu'en France, c'est un pays laïque. Donc la séparation de l'État et des églises est vraiment capitale et nous devons nous organiser. Alors vous avez dit... Il y a une urgence, hein, la date butoir approche à grands pas. Et vous avez dit au forceps, mais je crois que le Conseil national des imams s'est fait de manière naturelle. Donc c'est un accouchement naturel, il n'y a pas eu de forceps, mais c'est important. C'est vrai que c'était dans un moment polémique. Il y a eu des tiraillements, il y a eu des Écoutez, polémiques. moi ça m'importe. Moi, je ne suis pas là pour gérer des polémiques. J'ai été pendant 35 ans avocat. À ce moment-là, je gérais les polémiques. Mais aujourd'hui, je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris. Je veux construire. Je veux construire pour un islam. Un islam qui soit la vision que moi, mes ancêtres, cet islam algérien, qui est un islam de tolérance, de fraternité, d'aller vers l'autre, je veux, moi, aujourd'hui, le copier en France. Et pour qu'il soit copié en France, il faut qu'il y ait des imams. Et ces imams, il faut qu'ils soient compétents. Il faut arrêter, je dirais, parce que notre religion, en tout cas sunnite, l'imam, ce n'est pas, je dirais, un clergé, c'est pas un clerc dans notre religion, c'est celui qui se trouve en avant pour faire la prière. C'est tout. Mais aujourd'hui, on ne peut pas rester comme ça dans cette situation. Qu'est-ce que vous appelez un imam compétent? Un imam compétent, c'est qu'il soit bien formé, qu'il puisse maîtriser l'ensemble du droit musulman, de la théologie musulmane, de la pratique religieuse. Il est important, notamment en France, où il y a des problématiques qui se posent et où l'imam doit aller vraiment chercher des solutions pour pouvoir aider le fidèle musulman qui est dans la difficulté, dans la compréhension. Est-ce qu'il pratique vraiment son culte lorsqu'il est dans un pays qui n'est pas musulman à majorité? Donc il y a de vraies difficultés. L'islam minoritaire n'a jamais existé dans les pays, je dirais, ça a toujours été dans des États où l'islam était majoritaire. Donc aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte à cette situation. Et l'imam, quand je dis qu'il doit être compétent, il doit être au-dessus de la mêlée. Quelqu'un qui puisse véritablement être un guide pour, je dirais, ses fidèles. Et donc, mieux qu'un conseil national des imams, c'est important. Puis, là, je vous rejoins lorsqu'il s'agit d'avoir créé ce CNI au forceps. Bien sûr qu'il y a des oppositions. Je vous disais tout à l'heure, j'étais avocat, je travaillais sur le débat contradictoire. Alors, pourquoi il y a eu ces tiraillements, notamment avec le CFCM? Écoutez, le CFCM... Quels ont été les principaux points d'achoppement? Écoutez, on est dans une course de pouvoir, tout simplement. Et moi, je refuse d'être dans une course de pouvoir. Écoutez, il y a aujourd'hui des fédérations qui veulent s'accaparer de l'islam. Sur 9 fédérations. Hein. Il y avait 9 fédérations. D'abord, on a, au moment... parce qu'il faut revenir au contexte. C'est important de rappeler le contexte. C'était au moment de la décapitation de Samuel Paty. Vous imaginez dans quel état nous sommes, l'enseignant français. L'enseignant français qui a été décapité par un Tchétchène en septembre 2020. Imaginez, nous, la situation dans laquelle nous étions. Nous, responsables cultuels, où on nous regardait en disant qu'en fait, on était tous complices de cette décapitation. Et le président de la République a compris qu'il fallait vraiment prendre des mesures urgentes. Il nous a réunis dans son bureau, les 9 fédérations dont vous parlez. Et il nous a dit, moi, je veux passer avec vous un accord. Je veux véritablement qu'on mette en place un conseil national des imams. Oui. Mais avant, parce qu'on me dit que lorsque vous êtes dans mon bureau, vous dites une chose, et lorsque vous sortez, vous dites autre chose. Donc moi, je veux aujourd'hui que vous venez signer devant moi, dans mon bureau, une charte des principes pour un islam de France. Et c'est le principal point d'achoppement entre la Grande Mosquée de Paris et le CFCM. C'est cette charte ou un code de déontologie sur lequel seront notés les imams. Pas avec le CFCM, avec certaines fédérations. Ah oui. Parce que, si vous voulez, cette charte... Pour moi, elle est essentielle. Je suis un des architectes de cette charte. Je ne suis pas le seul, mais j'ai beaucoup milité pour cette charte. Qu'est-ce qu'elle dit, cette charte? Cette charte, d'abord, elle dit que l'islam, le rite musulman, est tout à fait compatible avec les principes républicains. Et les lois françaises.
Parce qu'aujourd'hui, on nous fait un procès en nous disant, vous dites que votre Dieu est au-dessus des lois, etc. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, Dieu est dans notre sphère privée, bien évidemment. Moi, chaque fois que je fais ma prière, Dieu, à qui je m'adresse, c'est lui, je dirais, qui est supérieur à tout. Mais bien évidemment, quand je passe ma vie dans la vie civile, quand je suis dans la vie civile, à ce moment-là, je respecte les lois de la République. Il n'y a aucune incompatibilité entre le rite musulman et les principes de la... Ça a été le premier principe. Le deuxième principe, nous avons été sur des questions de théologie et que nous avons demandé à ce que ces mesures qui ne sont pas à l'islam doivent être aujourd'hui extirpées de notre pratique religieuse. L'apostasie, rida. Nous avons dit, mais quand on lit les versets coraniques, ça n'existe pas. La liberté de conscience en islam, elle est totale. Donc, comment aujourd'hui, si vous voulez utiliser le terme d'apostasie, le terme et tout, je dirais, tout ce qui est farfelu, excusez-moi du peu, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire à des gens qui sont dans la détresse, qui sont malades, ne t'inquiète pas, tu vas boire ce verre d'eau et tu vas être sauvé, parce que moi je suis imam. Ce n'est pas possible. Donc, nous les avons mis, je dirais, dans cette charte. C'est la première fois que des musulmans en Occident ont le courage, et ça nous a coûté très cher, puisque nous avons reçu des menaces à ce sujet, mais les questions ont été posées. Et donc, bien évidemment qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu cette charte, qui n'ont pas voulu signer cette charte. Oui. Aujourd'hui, il y a 5 fédérations qui ont signé cette charte. Ces 5 fédérations, on a convenu de continuer notre travail pour créer le Conseil national des imams. Mais tant que les 9 fédérations ne sont pas acquises, est-ce qu'il reste comme ça des tiraillements? Est-ce qu'il reste un malaise, j'ai envie de dire? Il y aura toujours des tiraillements. Nous sommes dans une étape où nous sommes en train de construire quelque chose qui est quand même assez horrible. Mais en attendant, le CFCM, avec les autres fédérations restantes, annonce qu'il va installer son propre Conseil national des imams. Alors, il y aura 2 conseils. Que le meilleur gagne, madame. Mais il y en aura un seul à la fin, c'est ce que vous dites? Oh, écoutez, moi, avant de... Non, c'est juste pour qu'on se situe, monsieur Hafiz. Est-ce qu'il y aura finalement un seul Conseil national des imams agréé, j'ai envie de dire, ou est-ce qu'il y en aura 2 et puis il y aura finalement 2 repères le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a reçu le nouveau président du Conseil national des imams pour connaître le nouveau président du Conseil national des imams. Nous étions les 4 présidents des 4 fédérations invités à ce petit déjeuner chez le ministre. C'est quand même un message important, c'est un message fort. Est-ce qu'il le fera avec ceux qui vont venir le 9 janvier? Pourquoi pas? Moi, je suis persuadé que c'est le Conseil national des imams tel que nous l'avons imaginé qui va réussir. C'est un Mauritanien. C'est pour la première fois que nous avons un dignitaire africain qui va présider aux destinées de ce Conseil national des imams. Comme ça, ils ne vont pas dire que c'est la guerre de pouvoir. Moi, j'ai horreur de cette guerre de pouvoir. Sortir des rivalités. Sortir de ces rivalités. Et je suis certain, vous savez, lorsque nous avons fait les premières assises des imams de France, il y avait plus de 600 personnes. Les imams vont être agréés. Moi, je propose, et j'ai eu de longues discussions, j'ai reçu le président du Conseil national des imams, en lui disant, que la Grande Mosquée de Paris s'engageait à ses côtés pour l'aider dans sa tâche quotidienne, mais en même temps, je lui ai dit qu'il y a des enjeux importants, notamment la formation continue, la protection sociale. C'est la professionnalisation, donc, Vous imaginez, madame, aujourd'hui, quand vous avez le baccalauréat, vous voulez faire des études de droit, vous savez que vous pouvez faire une maîtrise, devenir avocat. Vous faites des études de médecine, 6 ans, et vous devenez médecin, architecte, etc. Imam, vous ne savez pas ce que vous allez devenir. Vous ne savez même pas quel est votre salaire. Vous ne savez même pas quel est votre avenir. Vous dites que c'est une institution de formation, mais aussi d'accompagnement professionnel des imams et des mochidettes, les femmes ayant une responsabilité religieuse, comme les aumônières. Identiques aux imams, mais seulement elles ne dirigent pas la prière. Oui, c'est une façon de donner aux imams un statut social et donc de les empêcher un peu d'aller vers ce radicalisme, d'identifier l'imam aujourd'hui dans son... Moi, je ne le vois pas comme ça de manière négative. Ça peut être
Je suis d'accord avec vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que d'abord, aujourd'hui, il y a une absence de vocation. En France, quel est le jeune qui a envie d'être imam? Vous imaginez un jeune qui a 18 ans, qui a son baccalauréat et qui a envie de devenir imam. Il a envie de donner sa vie à l'islam. C'est un sacerdoce, excusez-moi de prendre l'expression d'une autre religion. Mais c'est important pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors nous, qu'est-ce qu'on lui propose? Dans ce Conseil national des imams, d'abord, il y a une gradation. Donc après son diplôme, il va passer pendant 5 ans, il va être imam. Il va assurer les 5 prières quotidiennes. Après, il va devenir imam prédicateur. Donc ça va lui faire 10 ans. Et puis, enfin, il va devenir imam conférencier. Donc c'est là que lui est délivré l'agrément? À quel moment? Non, au début. C'est au début? Ah oui, au début, il a son agrément et à partir de là, on va l'accompagner sur le plan de son salaire, sur le plan de la protection sociale et sur son plan de carrière, en fin de compte. Puisque il devient imam conférencier, s'il termine 20 ou 30 ans après, il va prendre sa retraite. Aujourd'hui, il n'y a aucun statut. Et donc, je suis persuadé que le Conseil national des imams, tel qu'on l'imagine, sera celui qui va le mieux s'insérer dans le culte musulman en France. Et qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait d'autres conseils nationaux des imams. C'est pas une mauvaise chose. Moi, je ne suis... Attendez, personne n'est propriétaire de rien du tout. Donc nous sommes 4 fédérations qui sont quand même très importantes. Chaque fédération représente des centaines de mosquées. Nous avons des imams. Je vous dis, il y avait 600 imams le jour des assises des imams de France. Donc je pense que déjà... Et puis nous avons fait dimanche dernier simplement une réunion à la Grande Mosquée de Paris, présidée par le Hajj Amadouba, donc président du Conseil national des imams. Nous avons invité les imams réfractaires qui regardent avec beaucoup de, je dirais, de suspicion ce CNI. Eh bien, venez. Asseyez-vous et dites-nous qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce que vous voulez de plus. C'est construire quelque chose, qu'il y ait une expression commune sur un projet. Ce n'est ni le projet de la Grande Mosquée de Paris, parce qu'on m'a fait des tas de procès d'intention là-dessus. Certains m'ont dit, mais tu vas être président du CNI. Oui. Mais attendez, je ne suis pas imam, moi je suis un homme, je suis laïque. Mais cette instance devient un instrument de plus Non. Pardon, je vais terminer ma question, vous allez comprendre. Devient un instrument de plus pour lutter, encore une fois, contre le radicalisme, l'extrémisme violent. Quels sont les autres outils aujourd'hui de la Grande Mosquée de Paris pour justement continuer sur cette voie? Moi, vous savez, la formation des imams, évidemment, est très... Moi, depuis que je suis arrivé à la tête de la Grande Mosquée de Paris, ce que j'ai fait, c'est que les imams sortent. Les imams ne sont plus dans les salles de prière, comme elles l'étaient. D'abord ici, c'est leur travail, ils sont dans une salle de prière, ils montent sur le minbar et ils font leur prêche. Moi, chez moi, à la Grande Mosquée de Paris, ils sortent. Ils vont vers les autres. Ils vont vers les non-musulmans pour leur expliquer qu'est-ce que la religion musulmane. Et ils vont vers les fidèles pour leur expliquer, pour leur dire attention, il y a aujourd'hui une expression à la Grande Mosquée de Paris qui est le contre-discours. Voilà, sur tel verset coranique, Daesh et toutes les organisations terroristes ont utilisé de manière frauduleuse l'expression coranique. Dévoyée, oui. Absolument. Et aujourd'hui, l'imam, c'est lui qui est le seul compétent. Personne d'autre ne peut le faire à sa place. Parce qu'ils ont la compétence. Quand je vous disais tout à l'heure des imams compétents. Et je peux vous assurer, et ça pour moi c'est un grand honneur, que des imams qui sont formés en Algérie puissent véritablement relever le défi. Ils s'expriment, ils parlent, je dirais presque de manière virile avec des fidèles pour leur expliquer ce qu'est réellement tel verset coranique ou tel verset coranique. Le corpus je dirais des terroristes, on le connaît. Et donc eux déconstruisent. C'est comme un costume mal fait. Oui. Et ben je le défais, je le refais. Et donc ça c'est un travail important. Voilà, c'est le travail en ce moment de la Grande Mosquée de Paris. Moi c'est ça mon rôle. C'est déconstruire le discours. C'est une sorte de contre-discours pour montrer en fait que l'islam, contrairement qui est fait par les organisations terroristes, ce n'est pas du tout ça. On reprend les versets coraniques dans leur corpus d'origine pour expliquer qu'il y a eu un dévoiement à un moment ou à un autre de ce verset. On l'a changé d'histoire, etc., oui. etc. On en arrive à la future élection présidentielle en France. Vous avez fait un appel républicain aux musulmans de France pour, vous dites, faire barrage aux aventuriers s'accaparer du fauteuil de président de la République. Cet appel, vous avez été beaucoup critiqué là-dessus.
Est-ce que la montée de l'extrême droite peut, et ce sera ma dernière question, peut constituer une menace, tout simplement, pour la communauté musulmane en France? D'abord, recevoir des critiques est quelque chose de naturel dans la mission. On a dit que ce n'était pas votre rôle de faire intervenir. C'est quoi mon rôle? Ouais. Appel au vote. Moi, mon rôle, c'est de jouer, je dirais, le précurseur. Je suis quelqu'un qui est là, qui doit montrer à un moment ou à un autre le chemin qu'il faut prendre. Aujourd'hui, il y a un enjeu considérable avec effectivement un acteur de cette élection présidentielle qui se dessine et qui est très dangereuse pour nous. Parce que les programmes qui sont constitués autour de l'islam, de l'immigration, de l'identité, nous concernent à nous. Comment on peut réagir? Nous devons faire des actes citoyens. Nous devons aller aux urnes. Si j'étais sorti de mon rôle, c'est dire il faut voter pour X ou pour Y. Bien évidemment que Éric Zemmour, que j'ai qualifié de plaisantin et qui reste un plaisantin et qui ne sera jamais président de la République, bien sûr que je le dénonce. Il a voulu instrumentaliser la Grande Mosquée de Paris en demandant à me rendre visite, ce que j'ai refusé, bien évidemment. Donc je suis dans mon rôle. Et ceux qui me critiquent, tant pis. Mais moi je dis, faites votre acte de citoyen. Oui. Il faut le faire. Faire barrage, c'est ce que vous je vais vous dire mieux. Parce que pour moi, je suis profondément pratiquant et profondément musulman. Vous savez, pour moi, être citoyen, c'est un acte d'adoration. C'est un acte d'amour pour ma religion. Je suis responsable dans la cité. Quand je vois le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le pacte de Médine, il va pour essayer de réguler la vie des citoyens dans une cité qui est Médine. Et moi, quel est mon rôle en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris? M'occuper uniquement de voir quel est le fidèle qui vient et qui ne vient pas? J'ai un rôle de citoyen et je dois l'assumer. Parce que je vous ai dit, j'ai un rôle laïque. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris est un homme qui est laïque. Je ne suis pas un religieux. Donc c'est une élection qui inquiète aujourd'hui, qui pourrait inquiéter la communauté musulmane. Bien sûr, elle doit aujourd'hui être prise en considération, cette inquiétude. D'autant qu'il n'y a pas qu'Éric Zemmour qui surfe sur cette vague. Non, mais Éric Zemmour,